deuxième rencontre avec Jean-Yves Bambridge, un sportif, musicien, passionné de généalogie. Jean-Yves Bambridge, Yaolana. Yaolana, merci. Merci de me recevoir une deuxième fois. Et ça me fait plaisir de parler des Bambridge. Nous avons, dans la première émission, évoqué la généalogie. Mais là, tu viens de me raconter plutôt un souvenir d'enfance. Tes parents parlaient de Lionel Bambridge, qui habitait Paea. Oui, c'est celui qu'on appelait Tonton Ainé. Et semble-t-il que ce soit mon père, que ce soit ma grand-mère, que ce soit ma tante, qui était ma maman adoptive Paulée, ont toujours parlé de Paea, ont toujours parlé que la famille se regroupait chez Tonton Ainé, chez Lionel Bambridge. Et j'ai supposé que c'était toute la famille. Lorsque je parle à ma cousine Joanne, elle me dit c'est effectivement vrai, toute la famille allait à Paea. Et je suppose donc que toute la génération de mes parents se retrouvait là-bas. Lorsqu'on s'imagine, c'était les années 1940, 1930, je suppose, c'était de se retrouver à Paea, donc faire presque 30 kilomètres, parce qu'ils habitent à Mara, faire presque 30 kilomètres pour arriver là-bas, et il n'y avait pas de voiture. Alors, ils étaient, comme on appelait, en Arhinois, les Tombros, tout cela, et puis ils y allaient tous. Je suppose que ça devait être le vendredi et devenait le lundi, quoi, hein. C'était le grand week-end, quoi. C'était le grand week-end. Et je savais que dans la famille, ils étaient tous musiciens. Et m'a-t-on dit qu'ils avaient un orchestre. Je suis pas surpris de voir que beaucoup de chansons de ma famille sont issues de cette période. Antonina, genre Antonina. Pour fêter la naissance de cette fille. De sa fille, crois. Antonina, oui, effectivement. Et Léon, Mawiwita ou Mafatou, qui sont des deux chansons écrites par mon oncle Georges, le maire de Papeete. Et ces chansons relatent un peu le fait que cet oncle-là, comment dirais-je, avait pas beaucoup de temps pour ses enfants, et ses enfants devaient partir sur l'Amérique, et c'est la raison pour laquelle il y a une des chansons qui disait que Mawiwit Omof, il avait mal au cœur. Il souffrait de se séparer de ses enfants, parce que lui était dans le commerce, donc partait souvent. Avant, il n'y avait pas d'avion, donc c'était des voyages de 3, 4, 5 mois qui faisaient que il ne voyait pas beaucoup ses filles, et ensuite ses filles sont parties en Amérique faire leurs études. Je crois que c'est la raison pour laquelle il y a d'autres chansons aussi de John Hayder Arwa, et tout récemment, bon, il y a notre génération, il y a mon cousin Hérémoana qui écrit de très belles chansons. J'ai quelques chansons aussi qui sont dedans, et puis il y a d'autres de notre génération. Oui. Voilà. Alors, tu as l'impression que du temps de tes parents, la cohésion familiale était plus grande. Votre génération a mis du temps un peu à regrouper, à retrouver cet esprit familial. Qu'est-ce qui a eu l'idée de créer cette association des Bambridge ? Je crois que à ce niveau-là, il faut qu'on rende hommage à Monsieur John Bambridge, dit Coco, qui est mon oncle, le petit frère de mon père. C'est celui qui avait la salle de culture physique. Donc John, en 1989, était en quête aussi de savoir d'où venait-il, qui était-il. Et nous-mêmes aussi, les Bambridge, on se disait, est-ce que nous sommes vraiment des Polynésiens ou on est des pièces rapportées uniquement? Et donc, en 1989, John a créé cette association familiale. Et il y avait des personnalités dedans, comme Mako Tevane, comme Raymond Pietri, qui est toujours dans notre association. Mais c'est le seul, je crois, rescapé qui reste de la famille. Il y avait John Martin, qui ce sont tous des cousins. Il y avait Mathilda Bambridge, Piu Bambridge, enfin, cette génération ce sont les cousins et cousines de mon oncle qui faisaient partie, et je savais qu'il y avait Mayana et Vetia également avec Temanava au sein de l'association.
C'est comme ça qu'était née cette association. Il a réussi à sortir un livre qui est une référence dans la famille. Hein. Ce premier livre est suivi petit à petit d'autres livres préparés par un cousin qui est dans le Minnesota, Monsieur Ronald Smith. Les documents sur lesquels nous travaillons sont tous en anglais. Il faut qu'on les retraduise en français, et le livre de John Bambridge fait référence à chaque fois que nous avons des doutes, parce que c'est dessus que Gérard Copenrath, que Mako, Raymond et John Martin ont travaillé, et ce sont des personnes sérieuses sur lesquelles nous n'avons pas tellement à contredire leur travail. Oui, vous avez une base de données. Oui, au contraire, nous sommes admiratifs de ce qu'ils ont fait. Donc vous avez repris le flambeau, vous, jeune génération. En 2004, effectivement, mon oncle John décide donc de laisser, parce qu'il commençait à être un peu malade. Mais c'est tout naturellement avec Mayana, nous avons dit ok, nous allons prendre en charge l'association, et depuis 2004, on a réalisé quelques manifestations, c'est-à-dire que nous avons surtout regroupé la famille chez Mayana Amataya. Nous avons surtout organisé des dîners pour essayer d'avoir des levées de fonds, organisé l'Assemblée Générale Internationale en 2006, et je remercie encore Edouard Fritsch, qui était le maire, et qui est toujours le maire de Pirée, de nous avoir donné les locaux, de nous avoir donné les lieux pour le regroupement, parce que la famille Bambridge est issue de Pirée. Nous avons notre cimetière familial à Hamuta. Nous avons participé aux assemblées de Rarotonga, de Honolulu, là au Mexique il y a 2 ans, et cette fois-ci, le 3 octobre prochain, ce sera ici chez nous à Papeete. Nous voulons connaître un peu notre famille, et même le fait que depuis 10 ans, nous avons l'association, nous découvrons encore des cousins, des cousines. La preuve, il y a un qui est ici, c'est un fils Chapman, donc c'est de notre branche. Avant, je ne savais pas, par exemple, que mon arrière-grand-père avait 3 lits, et sur ces 3 lits, dans le premier lit, il y avait un avec qui je courais à l'époque, qui est beaucoup plus âgé que moi, mais que je courais, mais je savais pas que c'était un cousin à moi, c'est Jean Bourne, celui qu'on appelait Karl. Quand j'avais vu son nom dans la généalogie, j'ai dit c'est pas possible, il y a une erreur. Et j'ai donc demandé à Joanne, qui m'a confirmé, avec Mayana, qui m'ont confirmé que effectivement les Bournes, c'est aussi notre famille. Ça, on ne savait pas. Il y a les Montarons. Ça, je découvre au fur et à mesure, et ça me fait plaisir. Le plus dur pour nous, c'est de rassembler les gens. Parce que certaines personnes de notre génération, ce sont les 50, 60 ans, ça les enchante plus tellement de se regrouper, de voir. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de faire connaissance, mais de faire connaissance aussi à nos enfants, nos petits-enfants. À ce que j'apprends, Jean-Yves, très nombreuses sont les familles qui descendent de ce fameux Thomas Bambridge. Thomas Bambridge et Marie O'Connor ont eu 22 enfants. Ensuite, chaque enfant, je crois, peut-être pas tous les enfants, mais je sais que mon arrière-grand-père a eu 3 lits. Il y a eu les Bourne, Ray et Montaron, qui sont partis en Amérique. Le second lit, ce sont ceux qui sont avec nous. Nous sommes plutôt issus des îles Gilbert et Ellis, les Kiribati aujourd'hui, car mon arrière-grand-mère était une princesse de là-bas, Brienne Tapscott, et le 3e lit qui est donc mon cousin Mako Tewane, et toute cette lignée-là, c'est le 3e lit de mon arrière-grand-père. Il y a des ramifications Bambridge très étendues, et c'est important parce que c'est une façon de montrer que vous êtes complètement ancré dans la Polynésie par des mariages successifs. Effectivement, en 2006, je me rappelle avoir demandé à ma cousine Antonina, je dis, dis-moi un peu, parce qu'avec notre nom, quand on dit que nous sommes une famille polynésienne, on se pose des questions, depuis quand les Bambridge sont des Polynésiens. Effectivement, de par les recherches qu'il y a eu, donc à cette époque-là, donc déjà du temps de John Bambridge, il se fait qu'il y a une certaine Tetoué Iteroi, qui est la petite fille du roi Tamatoa.
à partir de ce moment-là, j'étais en discussion téléphonique hier soir avec ma cousine Pauline, qui me reconfirmait notre filiation avec les Pounis de Bora, qui confirme que nous avons un bras à Noué. Je n'osais pas trop en parler parce que j'ai pas envie qu'on dise ces pauvres-là sont en train. Effectivement, nous sommes de souche polynésienne. Parce que je veux dire, c'est que je suis polynésien du fait que ma mère soit une tahitienne, mais alors totalement tahitienne, hein. Rien qu'avec son nom. Alors l'association continue et tu m'as dit que vous projetiez de nouveau une croisière. Là, c'est le 3 octobre, nous partons le 3 octobre, nous sommes 90 à faire cette croisière, Papeete, Wahine, Taha'a, Bora Bora, Moorea. Ce sera cousin John Toromona qui va nous accueillir sur Moorea en définitive, parce que John est du livre des Adams. Il y a donc des Adams aussi qui sont à Moorea. Et il y a toute la famille Terorotua et Terei qui est de Moorea, de Matea, lesquels on doit les rencontrer. Et ils sont directement issus des Adams. Donc c'est un pèlerinage familial que vous allez faire. C'est ce qu'on fait, c'est une réunion familiale. Hein. Le 10, nous organisons un repas partagé à la mairie de Pire. Ce serait à 11h le rassemblement, et je voudrais lancer un appel aux cousins et aux cousines de la famille ou aux tantes, tout ça, c'est de ne pas utiliser le Hurat Atatahiti. C'est-à-dire que quand on dit 11h, on est là à 14h. Parce que 14h, après, il n'y aura plus beaucoup de temps pour se rassembler, pour se réunir. Et il y a Antonina qui doit quand même parler de la généalogie de la famille. Et qui doit cette fois-ci donner la généalogie, non pas des Adams, mais de la famille Bambridge. De John Maiha, voilà. Antonina a déjà préparé cet exposé-là. Hein. La seule chose, c'est qu'on ne pourra pas exposer toutes les photos, mais ce sera quelque chose d'explicite de façon à ce que les gens puissent comprendre qui sont les Bambridge d'ici. Est-ce qu'il n'y a pas une arrière-pensée à ces réunions familiales? Parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir créé une association familiale. Il y a les Bambastolaires, il y en a d'autres. Et est-ce qu'il n'y a pas ce souci aussi que vous avez de officialiser les liens de parenté de façon à ce qu'il n'y ait pas de mariage qui soit trop consanguin? Est-ce que ce souci a été un des vôtres? Oui et non. Oui, dans le sens où on souhaiterait quand même que l'on se reconnaisse. L'essentiel, c'est qu'on sache. S'agissant du fait d'éviter de se fréquenter, déjà dans le temps, des cousins et des cousines se sont déjà mariés. C'est pas nouveau, hein. Chez les Bambridge, on fait pas exception. Et donc, la seule chose, c'est qu'on essaye d'informer, de prévenir, mais chacun fait ce qu'il veut. Bien souvent, les parents ne sont pas au courant. J'ai une cousine qui me disait, tu sais, mon fils est resté avec sa cousine. Ouais, mais on ne savait pas que c'était notre cousine. Et oui, c'est arrivé plusieurs fois. C'est comme ça, oui. Donc l'intérêt de ces retrouvailles c'est intéressant parce aussi. Que les enfants sachent au moins les noms. De par le nom, on se pose des questions, ils peuvent se retourner vers leurs parents et dire hey, on est famille avec un tel ou... L'association te donne du travail, mais c'est un travail fabuleux parce que tu remontes dans les généalogies, tu participes à la transmission de la mémoire d'une histoire polynésienne, parce que certains ont eu des actions, ton ancêtre qui a été maire de Papeete, d'autres ont été capitaine de goélette, d'autres ont monté le cinéma Tony Bambridge. Donc c'est un peu l'histoire du pays à travers quand même cette évocation de tous les Bambridge. Tu vois, dans un des CD où j'ai écrit une chanson. La chanson s'intitule Souviens-toi. J'ai écrit cette chanson, c'est lorsque j'étais au cimetière familial en 2006. Pour l'arrivée de la famille, il fallait préparer le cimetière parce qu'on allait faire visiter. Nous avons nos ancêtres là-bas. Et ce jour-là, il pleuviotait là-bas, donc on restait avec nos enfants une fois terminé. Et je passais à côté des tombes et je voyais les noms. Tony Bambridge, John Maiha Bambridge, et il y a les Gurnak, Gubil Gurnak qui a fait la guerre, et il y avait Oscar Herrera Arwa,
Mais il y a plein de... Rudy Mombridge, William Mombridge. Puis j'étais admiratif de voir que ce sont ces personnes qui, de leur vivant, ont fait quelque chose de la Polynésie. Et on ne peut pas mettre ça de côté. Il y avait le papa de Jesse Parfait aussi qui était là, qui est enterré là-bas. On ne peut pas mettre ça de côté. Mon grand-père qui était directeur de la conserverie de propriété. On ne peut pas mettre ça de côté. Et puis maintenant, ils sont emmurés dans le silence. C'était de leur vivant. Et c'est le message que je voulais passer aux jeunes en disant de ne pas oublier de se souvenir. Et il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Quand je vois que tonton Tony, la léproserie, c'est lui, Farid Tony, les cinémas Bambou et compagnie, c'était lui, on ne peut être que fier. Cette association familiale t'occupe beaucoup, Jean-Yves? Oui, c'est une activité que je poursuis encore plus depuis que je suis à la retraite. Mais il n'y a pas que cette association. Je suis aussi dans le comité, je préside le comité territorial de la musique, c'est pareil. Je le fais avec joie, je suis content de faire ça. Si c'était une corvée, j'aurais laissé tomber. J'aime bien faire sérieusement les choses quand même. Je pense que c'est pour ça que nous sommes écoutés au niveau de la musique. Alors justement, parlons de la musique. Vous avez monté un atelier de la musique avec Georges Estol? Non, avec Georges Estol à l'époque, c'était dans les années 1999 à 2000. Il a fallu quelques temps avant que je ne revienne. Et une fois que j'ai remis le pied à l'étrier, c'est la renaissance du Himene Patitifa, où en 10 ans, j'ai organisé 7 Himene Patitifa, 4 Himene Patitifa finale polynésienne et 3 finales internationales. J'ai dû arrêter parce que depuis 2-3 ans, pas arrêter mais me mettre un peu en sourdine parce que c'est fatigant à chaque fois de chercher de l'argent. Les sponsors. Des sponsors et compagnie, alors qu'au départ, il avait été prévu avec Georges Estol et la ministre de la Culture de l'époque, que c'était eux qui allaient prendre en charge l'aspect financier. Mais enfin, comme on dit, les promesses... ne dure que le temps des promesses. Voilà, ça ne dure que le temps et celui qui écoute. J'ai quand même organisé 7 Himene Patitifa et nous sommes retrouvés avec les présidents d'associations à créer le comité territorial de la musique parce que nous avons en fin de compte tous les mêmes problèmes. Le problème de regrouper les artistes, le problème du statut de l'artiste, le problème du comité territorial de la musique. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ce sera le contenu? Parce que jusqu'à ce jour, il n'y a aucune structure de mise en place pour s'occuper des artistes polynésiens. C'est ce à quoi nous nous attelons. J'ai demandé au président Fritsch d'essayer de faire activer un peu les choses parce que on prend aussi de l'âge, on peut pas aussi attendre. Pour le moment, il est au niveau du contrôle juridique de tout ce qui doit être fait. C'est assez ardu. Et il y a les sociétés, la CECAMAP qui a été créée par nous autres il y a pas très longtemps parce que la SPACEM ne répondait plus aux exigences du moment et surtout les artistes ne sont pas pris en compte alors que c'est leur argent. Ce qu'il faut qu'on sache bien, c'est que l'argent des artistes n'appartient qu'à eux. Ils n'ont pas été quémandés une subvention ou quoi que ce soit. C'est un dû, c'est leur argent, c'est leur droit d'auteur qui doit leur revenir, pour lequel les télévisions, que ce soit France Polynésie, ou Polynésie Première, que ce soit TNTV, que ce soit les radios libres, tout ça ne paye pas du tout. Si peut-être Polynésie Première et Radio, on fait nos droits d'auteur. Oui, paye les droits d'auteur, mais tout le reste. Mais là aussi, il semblerait, je connais pas bien ce dossier, donc je vais pas trop en parler. Il semblerait que Polynésie Première paye ses factures à la SACEM. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les statuts de l'artiste sortent. C'est qu'il faut, parce que nous avons travaillé. Quand je dis nous, je n'oublie pas ceux qui m'ont succédé, hein. Il y a eu plusieurs artistes qui ont étudié ce dossier et moi je suis venu. Il se fait qu'on a eu de la chance cette fois-ci que le ministre actuel a pris le dossier en main
Nous espérons tous qu'il y aura une Quelque issue. chose va en sortir. Oui, parce qu'il faut cadrer maintenant. Les musiciens, ils sont livrés à eux-mêmes. Tu sais que pour l'utilisation d'un orchestre, on les paye suivant la notoriété. C'est pas un critère qui est fiable. Un orchestre, tu peux le prendre Débutant à 60 000 francs, comme tu peux payer un autre orchestre à 400 000 francs pour la même soirée. Voilà la grosse différence. Et puis, et il est temps qu'on arrête tout cela. Quand j'entends, par exemple, moi, et Dieu sait que je défends les musiciens. Hein. Quand j'entends que les musiciens demandent 15 à 20 000 francs de l'heure, je me pose des questions et je me dis, mais ça doit être des capétiens, nos musiciens. Parce que demander un prix, un coût horaire de 15 à 20 000 francs, il faut être sublimement diplômé. Donc il faut qu'on revienne, il faut qu'on cadre par des lois ce qu'on doit cadrer et arrêter de faire, ou par exemple la concurrence. Bon, il y a toujours de la concurrence, mais un tel va prendre un orchestre pour un soir à 60 000 francs. L'autre chef d'orchestre qui a entendu ça va aller voir l'organisateur, lui dire je casse les prix, c'est 40 000 francs mon orchestre. C'est pas loyal. Et il faut se débrouiller d'une autre façon. Ensuite, il y a tout l'aspect social de ces artistes-là. Alors, c'est pas s'ils sont à la CPS. Quand ils jouent dans les boîtes de nuit, est-ce qu'on leur paye la CPS? Et pourtant, il y a une loi qui cadre cela en disant que tout travail doit être payé à la CPS. Oui, il y a un grand travail de réflexion à faire sur ça. Nous avons donc, depuis 2 ans, au comité, nous avons déjà réfléchi. Tu sais, nous avons remis au ministère tous les résultats de nos travaux. Et dans notre comité, il y a toutes sortes de musiciens. Il n'y a pas simplement les petits musiciens, il y a d'autres musiciens aussi. Parce que on a l'habitude de dire que ce sont des artistes, donc pour eux, les artistes ne réfléchissent pas. Si, les artistes réfléchissent. Mais simplement pour beaucoup, ça, entre parenthèses, ça les gonfle un peu de réfléchir un peu plus. Ils préfèrent gratter la guitare ou voilà. Et tu m'as dit que vous faisiez aussi une réflexion sur l'authentique musique polynésienne. Effectivement. Eh ben, ça commence ce soir. Ce soir, nous serons au conservatoire et ce sera sous la coupe donc du directeur du conservatoire avec mon président délégué Heitapu Chong, qui est un superbe musicien que tu dois connaître. C'est le fils d'Axel Chong. Nous avons décidé donc de nous regrouper, non pas uniquement des artistes du comité, parce que nous sommes partis d'une réflexion à savoir que la musique polynésienne n'existe pas. Hormis les chants polyphoniques, hormis le tamouré ou le outé, il n'y a rien d'autre. Si on prend des chansons, Mawiwi Tauma Fatou, on en a parlé tout à l'heure, c'est une valse, c'est une chanson dont la mélodie a été adaptée sur la valse. On ne peut pas dire que c'est une chanson polynésienne, c'est une valse. Elle est devenue polynésienne à cause de ses paroles. Oui, c'est un peu... C'est bon, le Tairip Omutu, on reconnaît, on sait d'où ça vient. Mais lorsqu'on est ici, lorsqu'on va chez Drucker, on ne sait pas que c'est un Tairip Omutu. Nous sommes partis de ce constat-là, et nous avons donc décidé qu'il serait peut-être bon d'inviter un certain nombre d'artistes, musiciens, auteurs, compositeurs, musiciens de groupes de danse. Donc il n'y a pas d'exclusive, pour justement réfléchir. Donc ce soir, on les a invités à venir. Et je sais qu'il y a Patrick Nob, il y a Adrien Lombard, Heitapu a invité plusieurs. Il y a Monsieur Félix Vilchez, les frères Ossoni. Ils vont donc se regrouper. Je viendrai ce soir pour ouvrir la séance avec le directeur. Ils vont réfléchir, ils vont faire des propositions pour essayer de trouver une musique polynésienne, qu'on va intituler musique polynésienne, si plus tard on peut avoir le label, et qui puisse être agréable à entendre, et qui puisse être jouable par tout le monde, et surtout qui puisse être exportable. Quand on entend le zouk, on sait d'où ça vient. Quand on entend le bossa nova, on sait d'où ça vient. La valse, on sait d'où ça vient. Donc il faut à tout prix qu'on trouve quelque chose de chez nous, en tenant compte qu'il y a un rythme, ça va pas être évident, hein.
Et à chaque fois, parce qu'on a eu des réunions préalables, à chaque fois je lui ai dit, à moins qu'on ne puisse pas le faire. Sinon, on va dire qu'on ne peut pas le faire. Et les artistes, ils étaient là, ils ont dit, comment ça, on ne va pas le faire? Comment ça, on ne va pas arriver? Donc je leur fais confiance. Il faut qu'on ait notre personnalité. Il y a une réflexion qui est en train d'être menée pour permettre... On commence dès ce soir même, et je voudrais remercier Fabien Dinard, le directeur du conservatoire, de nous prêter les locaux avec le matériel tous les mardis soirs de 18h à 20h. Alors ça, ce sont des activités actuelles pour toi. Mais je voudrais revenir sur une activité qui a été professionnelle longtemps pour toi. Tu as été enseignant. Tu as été combien de temps enseignant? 38 ans. Dans les 38 ans, je crois que je me suis arrêté peut-être 7 ou 8 ans. Arrêté parce que j'ai été nommé au gouvernement. C'était le premier gouvernement d'autonomie. C'était fabuleux, on découvrait, il fallait tout mettre en place. Comment tu es venu de l'enseignement au gouvernement? Qu'est-ce qui t'a appelé? C'est toi qui t'es proposé ou on est venu te chercher? Au départ, moi, je suis archi contre la politique. Je t'avais dit que lorsque j'étais entraîneur, c'est-à-dire le soir, je terminais mes cours à 16h. À 16h, je venais au Stade Pater, me préparais, 17h, mes sportifs arrivaient, j'entraînais tous les soirs jusqu'à 19h, 19h30. Et habitait à côté du Stade Pater, Monsieur Georges Kelly. Monsieur Georges Kelly qui venait d'être nommé ministre de la Jeunesse et des Sports. 2 soirs, je crois, après sa nomination, le gardien vient me voir, j'étais dans mon bureau au Stade Pater, il vient me voir et me dit, il y a le ministre qui veut vous rencontrer. D'abord, j'ai rigolé parce que moi, ministre, c'était tout nouveau pour moi d'entendre dire le ministre veut vous voir. Donc, le moment de folie passé, je reçois donc Monsieur Kelly, avec qui nous avons discuté pendant au moins 2 heures. Et au final, il me dit, voilà, je suis surtout venu vous voir parce que je vais vous demander d'être mon conseiller technique. Alors moi, tout de suite, il n'est pas question, mais c'est quoi? C'est encore de la politique. On est déjà venu me chercher. Ça, c'était en 83, en 84. En 83, c'est Justin Rapari qui était venu me demander pour être sur la liste de Monsieur Floss au communal, et j'avais refusé. Je m'étais fait engueuler à ce moment-là par mon directeur d'école, Monsieur Louis Mégotui, qui m'a dit, mais Jean-Yves, tu ne dois pas refuser. Un enseignant se doit d'être un élu municipal. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ah, j'ai regardé, il me dit, regarde-moi, je suis enseignant, j'ai été adjoint au maire de propriété. Bon, c'était passé, et puis je voulais pas, ça m'intéressait pas. Et je disais à Georges Kelly, j'ai dit, ah non, moi j'ai pas envie d'être sous l'emprise d'un politique. Et ça a duré. Il me dit, non, réfléchis, tu ne seras pas politique, le politique c'est moi, toi tu es technicien, j'ai besoin d'un technicien à ce poste. C'est conseiller technique. Ça a duré quelques mois. Et bon, je pense que M. Kelly a dû en parler à d'autres personnes parce qu'après, il y a eu un groupe de pression pour venir me voir et encore mon directeur qui m'engueule, qui me dit « Maintenant, ça suffit, Jean-Yves, tu vas accepter ce poste. Mais tu ne sais que ça, le sport. » Je dis « Non, il y a mon boulot, c'est mon boulot qui me donne à manger. Hein. » Et j'aimais bien. J'avais enseigné déjà 2 ans à Popo avant de venir à Maman. Et c'est comme ça que, je sais plus quand, en mars 2005, j'ai mis 6 mois pour dire oui. En mars 2005, j'ai accepté d'être conseiller technique. J'ai été nommé 1er mars 2005 conseiller technique de Georges Kelly. Conseiller technique du ministre de la Jeunesse et des Sports. Et ça a duré ensuite. Bon, quand là-bas, c'est politique. Quand on rentre dedans, on ne sait pas à quelle sauce on va être bouffé, si on reste longtemps ou pas longtemps. Mais j'étais déjà président de l'athlétisme. J'étais aussi secrétaire général, je crois, du mouvement sportif avec Napoléon Spitz. Voilà. Sinon, j'ai surtout enseigné. Ça a été mon job.
Mais ce passage donc au ministère a été intéressant, tu ne regrettes pas? Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai pas simplement fait conseiller technique au sport. J'ai été également ensuite directeur de l'hôtesse qui est actuellement l'IJSPF. J'ai assumé l'intérim de la direction. Mais c'était beaucoup plus convivial, beaucoup plus familial. On était une dizaine de membres. Là, ils sont 150, je crois. Je sais pas comment Dany a pu gérer tout ça. Ensuite, comme je te disais, c'était en politique. Il y avait des élections, on changeait. On devenait donc ministre de notre portefeuille. J'ai donc assumé aussi les responsabilités de conseiller technique chargé de l'artisanat. Très intéressant aussi parce que l'artisanat, nous avons mis en place, et j'ai été chef de service parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de chef de service. On est le bouche-trou, hein. Quand on est conseiller technique, le ministre me dit, je te nomme chef de service en attendant. Alors, je cumulais mes fonctions de chef de service de l'artisanat et conseiller technique à l'artisanat. Donc, le matin, j'étais au service de l'artisanat et l'après-midi, le salaire ne suivait pas autant, hein, pour autant. Oui, mais enfin, c'était attrayant parce qu'il fallait mettre en place. Et l'artisanat, c'est quoi? C'est comme le sport. Si ce n'est qu'on va pas parler ballon, on va parler paoré, on va parler coquillage. J'ai beaucoup, j'ai péoué, tout ça, le paoré, le problème du paoré. Et c'est là où j'ai beaucoup aussi appris. Ensuite, j'étais devenu conseiller technique chargé de la culture. J'ai fait aussi quelques années avant. Là aussi, c'était très intéressant. J'étais donc ensuite à l'artisanat. C'est Tila Mazia qui a été nommé. J'ai de très très bons souvenirs avec Tila Mazia et remarquable. Et Coquille Grand comme chef de service de la culture. C'était deux fortes têtes. C'était les deux seuls qui fumaient dans mon bureau. Parce que mon bureau était climatisé, mais comme j'étais beaucoup plus jeune qu'eux, j'avais beau leur dire, mais ne fumez pas dans mon bureau. Enfin bref, c'était comme ça, mais j'ai beaucoup appris aussi au contact de Tila, parce que Tila, elle avait ça dans le sang, oui, au bout des doigts plutôt. Et Coquille, c'est vraiment un homme de dossier aussi. Coquille Grand, qui a été nommé chef de service de la culture. Tu as fréquenté de fortes personnalités, parce que Napo Spitz, déjà, quand tu étais dans le sport, c'était un personnage avec lequel tu t'entendais bien, avec lequel... Au départ, non. Au départ, avec Napoléon Spitz, on ne s'entendait pas bien parce que j'étais un jeune qui avait détrôné, mon prédécesseur était un centralien. Et rappelle-toi que Napoléon Spitz, il n'y avait que central. Et donc, j'ai détrôné par la force des choses parce que les présidents de club avaient décidé que M. James Lacotte allait être mis de côté. Et c'est pas pour autant qu'on ne s'est pas entendu. James a été mon vice-président pendant longtemps aussi. Mais c'était comme ça. Les présidents ont décidé, quand il y a assemblée générale, ce sont les présidents de club qui décident. Donc, lorsque je suis entré, Napo me voyait d'un mauvais œil. Hein. J'étais pas très... J'ai souvenir, c'était Babo Itamay, c'était René Malmezac. C'était eux autres qui me soutenaient beaucoup. Dedans, parce que Napo m'avait largué. Hein. Il fallait que je fasse mes armes. Et puis je lui ai dit, pas de problème, on va voir. Et un an après, on se présente aux mini-jeux. C'était les premiers mini-jeux. On commence à avoir des résultats à l'athlétisme. Là, on m'a considéré d'une autre façon. Mais ça, c'est Napo tout craché, mais je l'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris avec Napoléon Spitz à la tête du sport. Jean-Yves, Napo n'était-il pas quelque peu tyrannique? Des fois le dimanche, il m'appelle, me dit Jean-Yves, il fallait que je monte chez lui à Puna. Mais entre-temps, il te rappelle, à l'époque, il n'y avait pas de Vini, hein, donc il fallait tout. Juste un peu avant, il me dit, tu arrives ou quoi? J'ai dit, oui, j'arrive. Et puis il me dit, arrête-toi chez Moukou pour 3000 francs de poisson cru tailloro, avec du pain, du fruit. Enfin, il fallait tout amener. Ça, c'était Napo. Et lorsqu'on allait, c'était pour travailler sur des dossiers. D'abord sur les dossiers, sur les statuts. Le statut du mouvement sportif
qu'il connaissait au bout des doigts. Et par la force des choses, j'ai appris aussi. Avec Napo, lorsqu'on étudie un article, à des moments, je lui disais, mais tu crois que tu es au gouvernement. On prenait un statut et on imaginait les problèmes liés à cet article. Et ensuite, il fallait qu'on retrouve, qu'on cherche les solutions aux problèmes que vous aviez soulevés. Et en fonction des articles du règlement intérieur, des articles de la loi sur le sport et des articles du COPF, du CTOS à l'époque, du mouvement sportif. C'était intéressant. Et c'est pour ça que lorsque il est venu, le président du comité international, M. Juan Antonio Samaranch, est venu ici en Polynésie et qui nous avait proposé de pouvoir nous affilier aux fédérations internationales. Nous avons sauté sur l'occasion. C'était une porte ouverte pour les sportifs de se mesurer à plus fort qu'eux. Oui, c'était la raison essentielle qui nous motivait à l'époque qu'on puisse utiliser la zone Océanie. Parce qu'on ne pouvait pas, il faut qu'on sache qu'en termes de sport, nous ne pouvions pas aller faire une compétition en Nouvelle-Zélande, en Australie, à Honolulu, dans un pays du Pacifique, sans avoir l'autorisation de la Fédération française. Si tu es à l'athlétisme, c'est la Fédération française d'athlétisme. Si tu es au taekwondo, c'est la Fédération française de taekwondo. Alors tu t'imagines le cheminement que ça fait. Parce que je suppose que lorsque les demandes d'autorisation arrivent aux fédérations, ça met 15 jours. Le temps que ça passe au directeur de cabinet, directeur administratif, conseiller et ainsi de suite. Donc, c'était une aubaine pour nous. Nous n'avions jamais pensé, avec Napoléon Spitz, déclencher un tel émoi parce dans qu'on le vous a mouvement accusé, sportif français. Oui. On vous a accusé d'être un peu les indépendantistes du sport. Oui. Avant l'heure. C'est un rapport de l'inspection de la jeunesse et des sports. Et ce sont des élus de la Fédération française d'athlétisme qui nous avaient traités d'indépendantistes du sport. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Nous avons considéré surtout comme étant un plus pour le mouvement sportif et français et polynésien d'avoir une voix supplémentaire dans le concert international. Mais ils l'ont pas vu de cette façon. D'autant plus que c'était Roger Bambuc, un ancien sprinter. C'est lui qui nous a donné les autorisations. On n'a pas forcé. C'était le ministre Roger Bambuc qui a donné l'autorisation au football et à l'athlétisme de nous affilier à la Fédération internationale. Ensuite, quand il a fallu rencontrer le mouvement sportif, c'est-à-dire le CNOSF, qui est l'équivalent du comité olympique ici, c'est là qu'on a vu les réticences. Et la Fédération française d'athlétisme a refusé tout carrément parce que, soi-disant, le politique n'était pas d'accord. Alors il faut savoir que, en fonction du politique qui est en place, si c'était le RPR à l'époque, l'UMP et puis maintenant les Républicains, faut savoir que ce sont des gaullistes. Et quand ce sont des gaullistes, il ne faut pas parler de souveraineté. C'est interdit. La France est une et indivisible. Donc, ils ont voulu appliquer cela dans le sport. Et c'est la raison pour laquelle c'est de la haute voltige. Moi, ça me foutait les glandes parce que une fois, j'étais avec une de mes vice-présidentes en métropole, on allait à l'Assemblée générale, et vient nous rendre visite son ancien chef de service qui était M. Coury, l'ex-gendre de M. Gaston Floss. Et bon, on parlait un peu de nos problèmes à l'athlétisme. Et il nous disait, voilà, on va voir tonton. Alors je regarde, j'ai dit, mais qui c'est tonton? Elle me dit, on va voir Mitterrand. J'ai dit, comme ça, là. Elle me dit, oui. J'ai dit, non, je peux pas, je suis fonctionnaire. Je ne peux pas aller rencontrer le président de la République sans autorisation. Je téléphone donc ce soir-là au ministère et la réponse du ministère a été vite faite. Tu veux être muté au Tuamotu, vas-y. Alors que j'allais pour obtenir cette fameuse autorisation. Je suis resté. Je n'ai pas été voir tonton. Mais c'est pas grave. Mais je trouve dommage. J'aurais profité de visiter l'Élysée.
Voilà, c'est dommage. Sinon, Napo, c'était une forte personnalité. J'ai beaucoup de respect pour cet homme parce que c'est lui qui a pratiquement structuré le sport polynésien. Oui, on lui doit et beaucoup. J'ai été avec lui, je l'ai dit dernièrement au président Fritsch. Donc il y a une dizaine de jours, j'ai dit, je suis désolé, après Napoléon Spitz, c'est moi qui suis son premier vice-président. Et je peux dire que comme j'ai été président du mouvement sportif, je l'ai succédé, j'ai été président des Jeux du Pacifique, je suis donc garant de ce qui se passe ici en Polynésie. Et je trouve vraiment malheureux qu'on essaie d'émasculer le sport. Il faut laisser les sportifs évoluer. Et il faut arrêter ces querelles d'église. Il y en a marre. Hein. On passe son temps à regarder son pitot. Quand on s'imagine que la jeune Graf n'a pas été aux Jeux du Pacifique, c'est parce que simplement elle dépend d'une fédération, dans une autre fédération. C'est bas. Oui, ces querelles de clocher, c'est quand même un peu regrettable. C'est bas. Lorsque j'étais avec mon conseiller technique Michel Loury et Colette Besson, on avait comme leitmotiv tout ça, comme décision à prendre quand il fallait sélectionner, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il va rapporter une médaille? Tout le reste, c'est du baratin. On va au jeu pour apporter des médailles. On ne va pas au jeu pour aguerrir nos sportifs. On n'a pas encore compris cela. Donc tu as un regard toujours porté sur le sport. Tu n'as pas tourné la page complètement. J'ai du mal à tourner. J'ai vécu 30 ans quand même dans le sport. J'ai du mal à tourner du fait que maintenant, d'abord, je suis invité à chaque fois par le mouvement sportif. En tant qu'ancien président du mouvement sportif et en tant qu'ancien président des Jeux, je salue bien Tauhiti Nena. Et ça a commencé avec Rénal Temari. Et ensuite, ça continue avec Nena. Je trouve gentil cette attention qu'ils ont de ne pas t'oublier. De m'inviter. C'est des bons souvenirs, tout cela. Je ne regrette pas du tout. Et tu es retourné facilement à l'enseignement après tes passages? Je suis retourné parce que je suis une personne qui ne me prend jamais au sérieux. Je fais toujours les choses du fond du cœur, j'aime bien, je le fais sérieusement, mais je ne me prends jamais au sérieux du fait qu'avec toutes les fonctions que j'ai eues, j'aurais pu avoir la tête qui soit enflée. Effectivement, à l'époque, je me rappelle, lorsque j'appelais la Socredo pour un tel, ça allait vite. Mais je me suis toujours bien gardé de faire très attention à tout cela, qui a fait que maintenant... Donc tu es revenu en classe, je suis revenu comme en si de classe. rien n'était. Quel était ton dernier poste quand tu as quitté l'enseignement? Si tu étais où? J'étais nommé à l'école de Pile S Centre. À l'époque, on appelait Taoné. Pile S Taoné, maintenant c'est Pile S Centre. J'ai fait 3 mois là-bas, je ne me suis pas entendu avec le directeur de l'établissement. Tu as tourné la page. Ah oui, j'ai trois associations, je crois, auxquelles je vis, je fais vivre. Il y a l'association de la famille, le comité territorial de la musique, et puis un autre que j'ai mis en place il y a presque 10 ans, ce sont les Anisetiers, c'est une association de bienfaisance, comme le Lions Club, comme le Kiwani. Ça me permet de rencontrer, de discuter, d'aller plus en profondeur dans la réflexion, surtout au niveau musical. Il ne faut pas se tromper parce que comme la musique n'a pas de structure, si tu veux, c'est nous qui allons mettre en place et qui va faire que les gens vont se reposer sur ces structures. Il faut que ce soit des structures qui puissent tenir la route, donc qui soient assez solides. Est-ce que se pose la question de la langue tahitienne à propos des chansons, à propos de la musique? Nous avions eu un petit différend avec un de mes vice-présidents. Différent, c'est pas des PAP, différent d'appréciation. Parce que, par exemple, pour une chanson tahitienne, tout en acceptant de ne pas changer le sens de la phrase en tahitien, j'avais dit qu'il fallait laisser quand même à la commission la possibilité de rectifier un mot ou un terme. Par exemple, je prends taou.
mon. Il y a taou. En tahitien, on se trompe bien souvent avec tou. Hein, ce qui veut dire mon machin, mon sac. Hein. Et me dit non, on ne touche pas. Si l'auteur a écrit taou, c'est taou. C'est pas tou. J'ai dit oui, mais nous savons que c'est une erreur. Il faut oui, parce que la chanson, c'est quand même un véhicule de la langue. Oui, et il me disait non, parce que c'est un article de la propriété individuelle qui dit qu'il faut laisser l'auteur libre de ses actes. J'ai dit, mais on peut amender ces trucs-là, c'est une question de règlement intérieur. C'est la commission qui se réunit, qui dit, mais je vais pas laisser ça. De toute façon, il faut, si quelqu'un a mal écrit le tahitien, on l'appelle, on lui dit de corriger, ou alors il prend la décision de corriger. Surtout ces petites erreurs qui n'ont pas de gravité sur le sens. Non, sur le sens. La CECAMAP ne sait pas, la CECAMAP, la nouvelle société, hein, ne s'est pas encore penchée sur ces dossiers. Mais j'ai déjà saisi le président de la CECAMAP, lui signalant ces données-là, lesquelles ça porte à réflexion, et il faut qu'il y ait une feuille de route pour tous ces trucs-là. C'est pas parce que la SPACEM a fait ça avant, il faut qu'on fasse. D'accord. Surtout si on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs dedans. On va pas exiger la rectification, mais on va lui dire, attention, tu rectifies parce que ça va pas. C'est tout ce qu'on va lui dire. On n'a pas de note à lui donner. Hein. S'il veut pas, il veut pas, mais c'est malheureux. Bon, voilà. Nous sommes à un tournant au niveau de la musique où les jeunes sont assez contestataires. C'est normal, c'est le phénomène de la jeunesse. Je suis très musique polynésienne. Mais je suis aussi pour les sonorités. Je rêve par exemple d'avoir un orchestre comme ceux du Queen's, parce qu'on peut entendre ces orchestres-là. Eh bien, Dieu sait qu'on peut encore... il y a encore des saxophonistes, des batteurs, il y en a encore. Il suffit peut-être que c'est le conservatoire qui peut le faire, parce qu'ils ont leurs musiciens. Le conservatoire pourrait le faire une soirée Queen's, pourquoi pas. Moi, je rêve qu'on puisse faire ça. Lorsque j'étais au ministère de la Culture, j'avais proposé au président Leontiev qu'on mette en place la fanfare du territoire. Comme il y avait la fanfare des frères, paraît-il, autrefois. Ben avec Talo Pombrin. Il y avait Mako Tewane et Chapman. Sidney Chapman, un personnage. Oui. J'avais proposé au président Alexandre Leontiev la mise en place de la fanfare. Cependant, il fallait 50 millions pour acheter les cuivres, le matériel. Notre ami ministre du budget, des finances... Ami Lola. Et il a mis un peu en sourdine en disant calmez vos ardeurs, il faut trouver des fonds. Il y a 50 millions que j'avais demandé, quoi, hein. Et puis voilà, ça a duré. Donc c'est resté un vœu pieux. Oui, c'est resté un vœu pieux, c'est dommage. Jean-Yves, nous aurions 1000 choses à dire encore, mais l'heure a tourné. Quel message voudrais-tu faire passer ? Je voudrais te remercier. Si j'ai un message à délivrer, c'est demander à notre population, il faut qu'on soit unis. Le Polynésien, il est tellement fort dans beaucoup d'activités qu'on peut arriver plus vite encore, mais ça dépend de nous. Merci Jean-Yves Bambridge. Je te remercie aussi.